BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Et face à l'annonce des plans sociaux qui se multiplient, on parlait tout à l'heure de Fagorbrandt, on parlait également de Tilly Sapco, le Volaillat en Bretagne, également Natixis, Nexans, La Redoute également, voilà, je ne vais pas faire toute la liste, Alcatel aussi, bien entendu, voilà. La liste, elle est impressionnante, bien entendu. Que doit faire l'État? Est-ce que l'État doit se mouiller? Et quelle réponse doit-il apporter? On était tout à l'heure, notamment, c'est Bernard Vivier qui rappelait cette phrase de Lionel Jospin, que l'État ne peut pas tout faire, ce qui lui avait donc qui avait conduit, entre autres, à sa défaite à la présidentielle de 2002. Pas que ça, mais enfin, en tout cas, voilà. Comme quoi, peut-être, parfois, un politique qui tient des langages sensés, raisonnables, peut-être, sont peut-être pas bien entendus par les électeurs. Bon, voilà. Alors, vos remarques sur Twitter, c'est Guillaume Pic qui dit « Non, pour une fois, l'État peut s'abstenir d'agir. Ne l'appelons pas à l'aide. Émancipons-nous. » Eric, si l'État doit intervenir, c'est uniquement pour diminuer massivement et structurellement le coût du travail. Et puis, j'ai des remarques également spécifiquement liées à la Bretagne. Tiens, vous allez prendre la parole, Benaouda Abdelhaim. Sodeza qui nous dit « La Bretagne s'est laissée vivre grâce aux aides. Et bien maintenant, au boulot, les bennets rouges. » Oui, pas les bérets rouges, mais les bennets rouges. Voilà. Est-ce que c'est à l'État de régler les problèmes qui concernent la Bretagne, qui a vécu grâce aux aides? Oui, la Bretagne, Benaouda Abdelhaim, est-ce qu'elle a vraiment des raisons de se plaindre? Franchement. Je ne sais pas si elle s'est laissée vivre, mais en tout cas, Laurent Davzy, qui est un économiste des arts et métiers, qui est un spécialiste de l'économie des territoires, montre comment entre 2008 et 2011, cette région, la Bretagne, s'en est vraiment nettement mieux tirée que la plupart des autres régions en France, et que finalement les difficultés sont concentrées dans certaines sous-régions en Bretagne. Vous avez Saint-Brieuc, Quimper, Morlaix, mais alors à Brest, Rennes, Vannes, Vitré, Lorient, il y a une économie prospère. Lorsque vous prenez le tableau de bord de la Chambre de commerce et d'industrie de Bretagne, qui est encore, à moins qu'il l'ait changé depuis une demi-heure, ils se félicitent du fait que leur croissance économique soit depuis 10 ans supérieure à la croissance moyenne de la France depuis 10 ans, que le PIB par habitant est dans le premier tiers en France. Et même lorsque vous regardez les dernières statistiques des défaillances publiées par Altares, le Hermès, etc., vous voyez qu'ils font partie des 5-6 régions qui résistent. C'est-à-dire que la hausse il y a une hausse des défaillances, mais vous êtes à 5, 6, 7%. Donc un ensemble d'éléments. Et puis finalement, les Bretons, contrairement à certaines régions certaines régions du nord-est de la France, il y a l'économie touristique, il y a l'économie des retraites. Il y a beaucoup de retraités qui vont apporter finalement des recettes à la Bretagne en venant de Grande-Bretagne, d'ailleurs en France. L'économie touristique, l'agroalimentaire encore, les télécoms. Enfin, il y a encore une issue pour la Bretagne, ce qui fait dire qu'à un certain nombre d'économistes, mais personne ne le dit ni au sein du pouvoir ni au sein de la majorité, qu'il y a certains qui aimeraient bien être en crise comme la Bretagne. Eh oui. Emmanuel Le Chypre. Non, mais c'est un vrai problème parce que effectivement, quand vous voyez que vous avez grosso modo un taux de chômage qui est à peine de 10%, qui est inférieur à la moyenne nationale, quand vous avez des régions comme la Haute-Normandie, la Picardie, la Lorraine qui ont 14% de chômage, le Languedoc-Roussillon pareil, etc. Après tout, le danger, il est bien là, c'est que face à un gouvernement dont on a l'impression qu'il cède à ceux qui crient le plus fort, on se dit mais après tout pourquoi les autres régions ne se mettraient pas elles aussi à râler, et c'est un peu ça qui est dangereux, parce que la Bretagne, on se dit voyez, regardez, le gouvernement il est plein de Bretons, je crois qu'il n'y a pas un Corse par exemple dans ce gouvernement, ce qui est quand même une honte. On ne peut pas représenter toutes les régions non plus. Il y a déjà regardez, il y a quand même Monsieur Le Drian, le branché, c'est quand même un gouvernement qui est très branché Bretagne. Une grande partie, faut dire François Hollande a obtenu un de ses meilleurs scores en Bretagne. Il y a quand même un tropisme breton dans ce gouvernement qui commence à échauffer un peu les oreilles dans les autres régions. La question qu'on se pose ce soir, c'est comment répondre à tous ces plans sociaux. Est-ce que ça passe par l'action publique? Oui, on parle de l'État, mais est-ce qu'on pourrait pas redonner un petit peu aussi
aussi un rôle peut-être aux régions, impliquer davantage les régions, leur redonner une marge d'autonomie, par exemple en matière industrielle, peut-être à l'instar de l'Espagne ou de l'Allemagne. Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la Bretagne a toujours été une région, nous le savons, c'est une ânerie de dire ça, c'est trop simple, a toujours été une région très puissante, très forte, très fière d'elle-même. Il ne faut pas remonter à Louis XII, mais nous le savons, elle est très forte. Donc, elle a toujours, par rapport à l'État, une grande prévention. Et la contrepartie positive, c'est que les réseaux patronaux et les réseaux syndicaux sont très actifs. Le syndicalisme patronal, le syndicalisme paysan, le syndicalisme de salariés en Bretagne, il est très actif. Le réseau des coopératives, l'entraide, la solidarité est très active. Donc ce sont des forces. Et les réseaux à Paris sont très forts aussi. Et les réseaux à Paris sont très forts, mais pas uniquement dans les caricatures autour de la gare Montparnasse avec les crêperies. Non, c'est quelque chose de très fort. C'est un Aveyronais qui parle. Alors, les réseaux aveyronnais, on les connaît aussi. À vous la gare d'Austerlitz et à eux la gare Montparnasse. Exactement. Mais pour parler de façon constructive, l'État n'a jamais été considéré comme le sauveur suprême. Les acteurs se sont pris en main eux-mêmes. Alors il y a en Bretagne de vrais problèmes. L'agroalimentaire est aujourd'hui en souffrance. Mais la réponse, elle est là. Et si les Bretons râlent contre l'État, c'est qu'au fond, ils sont entre eux dans une dynamique de construction. Regardez la puissance des Bretons jusqu'à des coopératives qui contrôlent des compagnies de navigation aérienne. Enfin, c'est vraiment une très belle solidarité. Et ça, c'est très ancien. C'est très historique. Ce que vous voulez nous dire, c'est que et le monde industriel. Ils râlent, mais en même temps, ils construisent. S'allier. Bon, Gabrielle Gauthier. Oui, je pense dans une vue intérieure, moi j'ai créé Invest in France, et je pense que c'était l'alliance des régions derrière en fait des bureaux qui prospectaient à l'international. Et je pense qu'il y a un certain nombre de régions qui ont une très forte identité régionale et qui sont celles qui sont les premières terres d'accueil d'investissements étrangers. Donc qui prenaient leur destin en main, sans l'État forcément. Invest in France fédéré. C'est la Bretagne, les Bretons la tête dure, le Pays Basque, l'Alsace et la Vendée. Donc c'est des pays à très forte identité régionale, à très forte effectivement à tête dure, à très forte et c'est des pays c'est des régions qui en général s'en sortent mieux économiquement que les autres. Il faut donner aux régions quelques. On peut se demander. Je suis assez d'accord qu'il y a des réseaux patronaux assez forts. Ils prennent leur destin en main. Ils allaient d'ailleurs en tribu gauloise prospecter à l'international pour attirer les Japonais allaient en Alsace, au Pays Basque et en Bretagne. Pourquoi? C'est très intéressant de voir donc ces régions prendre en main leur destin. Tout à l'heure, on aura Nicolas Dufour, qui est patron de la BPI, et dans une vue antérieure, j'ai aussi été à la Caisse des dépôts, qui avait des sociétés régionales d'investissement. Et je crois beaucoup à la proximité également. Donc, vous ne seriez pas hostile à ce qu'on redonne un peu plus de pouvoir, d'autonomie aux régions en matière industrielle? Oui, pas forcément. Absolument. Alors évidemment, ça va quand même. Régionaux qui marchent du feu de Dieu. Absolument. Il y a des fonds d'investissement régionaux qui marchent bien. Des gens qui sont sur le terrain, qui sont capables. Il faut faire attention de réduire également le millefeuille institutionnel. Pareil. Enfin, si on a des régions fortes, avec une simplification d'autres échelons territoriaux. Juste, Emmanuel Le Chypre, on entendait tout à l'heure dans le reportage de Jean-Baptiste Huet, donc qui égrenait tous ces plans sociaux, donc la Redoute, Ilisapco. Qu'est-ce qu'on a encore? On a aussi des grèves à France Télévisions dans un autre genre, on a Alcatel, on a Air France, on a PSA, on a Air Liquide, etc., Nexans, Natixis. Et puis en même temps, on voit un Premier ministre qui, alors je sais pas si c'est de la candeur, si c'est la méthode quoi, j'en sais rien, qui nous dit oui, on est sur en direction d'inverser la courbe du chômage, oui, on a des bons indicateurs économiques. Bon, je croyais que ça allait mieux quand on écoute le Premier ministre, en même temps, on annonce des plans sociaux. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui dit la vérité dans cette histoire? Il y a toujours un décalage. On voit bien que une partie des plans sociaux sont quand même dus au fait que, effectivement, il faut bien rappeler que dans cette crise, les entreprises ont été prises par surprise par la durée de la crise. C'est-à-dire qu'au départ de la crise, moi je me rappelle très bien ce que disaient les patrons, ils hésitaient à supprimer des emplois parce qu'ils disaient ah, mais le jour où la reprise va venir, je vais me retrouver en défaut de certaines compétences et on sait que c'est tellement dur de réembaucher en France, etc. Et donc paradoxalement, les entreprises ont tout fait dans cette crise pour garder leurs salariés. Si elles s'étaient comportées comme dans les récessions passées, il faut bien dire qu'elles auraient supprimé 250 000 emplois de plus, globalement. Donc là, on a l'impression que là, comme il n'y a toujours pas de reprise, on est quand même à un niveau où beaucoup d'entreprises ne vont pas tenir le choc très longtemps. Ceci étant, il ne faut pas
tant que ça faire de corrélation entre le niveau du chômage et l'annonce des plans sociaux, puisqu'il faut redire que les plans sociaux sont vraiment la partie la plus visible de l'iceberg, mais que ça ne représente qu'une petite partie des suppressions d'emplois. C'est 15% des suppressions d'emplois à peu près. Donc les grandes pertes d'emplois en France, ça n'est pas par la multiplication des plans sociaux. Mais qui se multiplient ou pas, Benaouda Abdeldaïm? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont épargnés aujourd'hui au moment où on se parle là? Hormis un secteur, alors paradoxalement, dans les défaillances, c'est le transport entreposage. L'ensemble des secteurs sont en extrême difficulté. Et contrairement à ce qu'on peut croire avec tout ce bruit finalement médiatique, ce sont les services, l'hôtellerie, la restauration, les services à la personne, le commerce, etc., qui connaissent le nombre de défaillances le plus important de ces derniers mois, comme le montrent encore une fois les données de la Hermès, comme le montrent les données de Demandez, il suffit de sortir. Demandez dans votre quartier aux coiffeurs, à tous les gens qui rendent ce genre de service. Je veux dire, il y en a plein qui sont au bord du dépôt de bilan. Bernard Vivier. Oui, 2 chiffres. Il y a 60 000 défaillances d'entreprises par an à peu près. Et deuxième indication, 9 entreprises sur 10 défaillantes, 90%, se passent dans des entreprises de moins de 10 salariés, dans de toutes petites entreprises. Donc ce qui défraye la chronique télévisuelle, c'est pas la réalité. Donc si les ministres courent les entreprises, ils vont devoir courir 60 000 entreprises. Bonjour, c'est pas là la réponse. C'est symbolique, mais les plans sociaux invisibles, comme le disait en son temps François Chérèque de la CFDT, c'est là la dureté de la vie au travail et la dureté de la perte d'emploi. Quel regard, juste, on se retrouve dans un instant, vous portez, Bernard Vivier ou Gabriel Gauttet du MEDEF, sur 2 attitudes, 2 propos différents. Lionel Jospin qui, il y a 15 ans, dit... Voilà, l'État ne peut pas tout. Très bien, voilà, il entérine. Et puis Martine Aubry, comme le disait Emmanuel Le Chip, qui se réveille sur le quai de la Redoute ce matin et qui dit... Martine Aubry, il faut connaître. Bon, Bernard Vivier et Gabriel Gauttet, un mot chacun, et puis après on se retrouve. Oui, un mot très rapide. D'abord, l'État ne peut pas tout, mais l'État ne peut pas rien non plus. Vous nous l'avez dit. Deuxième, et c'est important, et l'État doit quelque chose, doit faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il doit faire? D'abord... faire de la rationalisation chez lui. Il a 5 millions de fonctionnaires et répétons-le, c'est quand même pas à l'État de donner des leçons au privé quand chez lui il sait pas faire, premièrement. Et deuxièmement, c'est quitte à mettre de la pression, mais mettre les partenaires sociaux en devoir et en capacité aussi de négocier. Gabriel Gauttet du MEDEF. Non, moi je pense que le fait, c'est vrai qu'on est en période préélectorale, donc le fait que l'État ne peut pas ne rien dire, d'un autre côté, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience que l'État peut quand même un certain nombre de choses. Il a des responsabilités, notamment en matière fiscale, encore une fois, sur le coût du travail, la compétitivité en fait du travail. Il a des responsabilités en termes de réduction des dépenses publiques, c'est quand même bien chez lui. Et il a des responsabilités plus structurantes. J'espère qu'on va en parler en termes d'éducation, d'innovation et d'incitation à la mutation. Eh bien voilà, puisque Jean-Marc Ayrault, il est venu parler innovation tout à l'heure à Saint-Étienne. Est-ce que c'est aussi l'une des solutions face à la multiplication des plans sociaux? À tout de suite sur BFM Business, les décodeurs de l'écho reviennent.